Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, je vous propose de nous intéresser à la transition écologique. C'est un concept clé de l'anglais Rob Hopkins qui vise à mettre en place un nouveau modèle économique et social afin de répondre aux enjeux écologiques de notre siècle. Pour parler de ce thème, je reçois Nathalie Lourdel, docteure en pédagogie et développement durable, conférencière, coach et superviseuse. Elle a sorti récemment le livre « Réussir sa transition écologique, se réinventer pour passer à l'action ». Elle nous parlera notamment des raisons pour lesquelles l'engouement massif des Français pour cette transition écologique ne se traduit pas toujours dans les faits par des comportements appropriés. Nous parlerons également du rôle que les coachs doivent jouer pour réussir le challenge de la transition écologique. Elle envisage d'ailleurs de concevoir une formation spécifique pour inciter les coachs à accompagner leurs clients dans cette voie verte et vertueuse. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Commençons ce nouveau parcours de coach avec cette femme engagée qui partage avec générosité ses retours d'expérience et son analyse sur le rôle crucial des coachs dans les années à venir. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Bonjour Nathalie. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? Oui, en fait, je voulais être prof. Je pense que je devais beaucoup aimer mes professeurs à l'époque aussi. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant d'aider des petits à grandir et j'avais envie de faire ça. Quelle qualité tu avais enfant ? Insouciante, créative sûrement, et très observatrice. Je regardais les papillons, les oiseaux, les fourmis. Et comment ça se passait à l'école ? Plutôt bien. Enfin, moi, j'aimais apprendre. Donc, j'avais un grand plaisir à découvrir des choses nouvelles. J'ai toujours aimé l'école et j'ai toujours aimé apprendre, voir les autres, apprendre des profs, découvrir des choses intéressantes, nouvelles. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné l'école. Moi, je me sentais toujours très bien à l'école. Et justement, un peu plus tard, tu peux nous parler de tes études, en lien avec l'écologie, je crois ? En fait, j'ai fait un doctorat en pédagogie et développement durable. J'ai poursuivi en fait toutes mes études sur le domaine de l'écologie. Et j'ai envie de dire même, j'ai poursuivi sur apprendre toute ma vie. Et je pense que c'est vraiment un des principes pour un coach, c'est d'être en perpétuelle évolution. Donc je suis constamment en formation chaque année. Je fais 1 ou 2 formations différentes parce que j'estime que c'est toujours intéressant d'ouvrir des angles nouveaux, d'apprendre d'autres façons de travailler, de penser. Et finalement, plus c'est éloigné de ma base, qui est scientifique, plus ça m'intéresse en ce moment. Comment tu es venue au coaching, justement ? Au départ, j'étais plutôt consultante en écologie, conférencière, formatrice sur tous les thèmes qui sont liés à l'écologie pour le ministère de l'écologie. Et puis, petit à petit, avec toutes les réorganisations, parce que je travaille beaucoup pour l'État, on demandait de plus en plus d'accompagner des équipes qui étaient en train de fusionner, de se réorganiser. Et du coup, c'est un client un jour qui m'a dit « ça serait intéressant que tu sois formé au coaching pour aller plus loin encore ». Et puis j'ai commencé à creuser et effectivement, l'accompagnement du changement, ça s'improvise pas. D'où l'intérêt de comprendre la philosophie de l'accompagnement de la transformation et les outils, mais pas que les outils finalement. Le plus important, c'est l'état d'être. C'est dans quelle posture tu es quand tu accompagnes quelqu'un qui est en train de se transformer. Et c'est ça qui l'aide dans la transformation. Une métaphore me vient, c'est la chenille qui se transforme en papillon. La métamorphose ? Ouais, la métamorphose. Et pour moi, le coaching, c'est ça. C'est accompagner la métamorphose. Mais tu sais que si tu aides un papillon à sortir de son cocon, tu le tues. Parce qu'il a besoin de ces étapes-là, de cette lenteur pour sortir, pour renforcer ses ailes, pour déployer. Et donc du coup, le coaching, c'est un petit peu ça. C'est comment tu accompagnes sans en faire trop, comment tu es au juste niveau pour juste être là et aider la transformation, la regarder se faire à la limite. Finalement, un coach, ça fait pas grand-chose. C'est juste présent, vraiment présent. Ton mémoire de coaching était sur l'image, je crois, et tu as développé le concept de l'objectif déclic. Est-ce que tu peux nous en parler ? La photo, c'est une passion pour moi. Vraiment, c'est une façon de regarder le monde, de mettre en lumière quelque chose, de trouver le cadrage qui met en évidence que toi, tu vois. À la limite, sur une même scène, chacun ferait une photo différente. Ce qui est hyper intéressant pour moi en coaching, c'est que souvent la personne qu'on accompagne, elle se voit pas, ou elle a une image déformée de qui elle est. Et du coup, j'ai développé cette approche d'objectif déclic avec un objectif clair, provoquer un déclic chez mes clients,
de manière à ce qu'ils aient une image d'eux-mêmes quand ils parlent de leur projet. Par exemple, je me souviens d'un client qui est en train de créer sa boîte. Et puis quand il en parlait, il avait comme un plissement sur le front. J'ai fait quelques photos pendant la séance de coaching. Du coup, il se voit en train de parler du projet en montrant toute l'angoisse ou l'inquiétude qu'il a en même temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la personne, je lui montre dans un deuxième temps les photos. Et c'est cette personne-là qui se fait un méta elle-même, comme une prise de recul sur qu'est-ce que j'en vois comme image, qui je suis. Et du coup, est-ce que c'est ajusté avec ce que je propose, ce que j'ai envie d'être ? En fait, c'est très intéressant pour la personne d'avoir un regard extérieur à elle-même et de se le donner elle-même. C'est comme si elle se donne des conseils à elle-même en se regardant. Et dans un troisième temps, je propose à la personne d'utiliser toutes les photos que je lui donne et de créer quelque chose de créatif avec. Donc j'ai quelqu'un qui m'a fait une petite vidéo en mettant de la musique, en mettant les images sur son chemin. J'ai des personnes qui ont écrit des poèmes avec chaque image. Et c'est comme libérer sa créativité. Donc pour moi, objectif déclic, c'est de prendre un recul sur soi-même, de le faire en douceur, avec un coaching et des photos en même temps. Et puis le transformer avec qui tu es vraiment. C'est-à-dire que si tu as envie d'écrire un poème, si ça t'inspire un petit dessin, ou peu importe, tu utilises les photos et tu regardes qui tu es et ce que ça t'a apporté de prendre ce recul et de réfléchir sur ton existence et ce que tu apportes et ce que tu as envie d'apporter au monde. Tu l'invites à faire un auto-méta. Oui, c'est exactement ça, un auto-méta. Après la formation de coaching, tu fais une formation en hypnose. Tu peux nous en parler ? C'est assez étonnant comme suite. Alors étonnant oui et non, parce que sur le chemin du coaching, j'ai croisé Milton Erickson. Et tout de suite, pour moi, c'était une évidence, quoi. L'approche de Milton Erickson était passionnante. Un message clé, peut-être, parler le langage de son client, de son patient. Précisons que Milton Erickson, c'était un thérapeute américain qui a développé effectivement l'hypnose dite ericksonienne. Oui. Alors, du coup, il y avait ce lien-là avec Milton Erickson. Et plus précisément, c'est que pendant 15 ans, j'ai fait des conférences sur l'écologie, faire évoluer les transitions. Et puis je me suis aperçue que c'est pas la compréhension rationnelle des choses qui faisaient avancer. Ou même, pour certains de mes clients en coaching, je prends par exemple parler en public ou avoir confiance en soi pour faire un discours. Alors, en préparation, tout était au clair. Consciemment, la personne était prête. Et pourtant, le jour J, il y a parfois des petits blocages inconscients. Là, tu te dis, mais c'est pas possible. Le coaching n'était pas suffisant ou on n'est pas allé assez loin dans la préparation. Et en fait, non, parce qu'il y a tout un tas de petits blocages inconscients. Et du coup, je me suis formée à l'hypnose pour ça, puisqu'une grande partie de notre cerveau est immergée, c'est la part inconsciente. Et du coup, se former à l'hypnose, c'est aussi comprendre tout ce qui nous fait inconsciemment agir ou bloquer. Et du coup, maintenant, je suis hypno-coach, effectivement. Ce qui permet d'accompagner mes clients sur la partie plus consciente, mais aussi d'explorer les blocages inconscients, les croyances limitantes, avec d'autres approches, parce que l'hypnose, finalement, c'est aussi parfois juste une visualisation, c'est de la métaphore, c'est tout un tas d'approches qu'on peut utiliser de façon assez ponctuelle, ou pendant des séances de coaching. Donc, du coup, j'allie tout ce que j'ai appris en coaching avec toute la force du travail sur l'inconscient. Et la gestion des émotions. Oui, bien sûr, la plupart des écoles de coaching font beaucoup travailler sur l'émotion et comment l'émotion bloque. Ou amplifie d'ailleurs. Ou amplifie, et tout ce jeu émotionnel qui fait la beauté de l'être humain, mais qui fait aussi sa complexité parfois, et ce qui fait qu'on tourne en rond dans un problème, c'est souvent un blocage émotionnel inconscient. Alors, je sais par ailleurs que récemment tu as commencé l'école parisienne de Gestalt. Il y a une soif d'apprendre chez toi ? Qu'est-ce qui explique cette envie de poursuivre les formations qui sont très différentes, mais qui sont toujours dans un univers assez connexe. Oui, je crois que soif d'apprendre, c'est le bon mot. Et je trouve ça toujours très enrichissant de connecter avec d'autres univers, donc là la Gestalt en l'occurrence. C'est même un devoir. Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui accompagne des personnes dans leurs évolutions. Comment tu serais crédible si toi-même t'évolues pas ? Si toi-même tu te remets pas en question, si toi-même tu oses pas sortir de ta zone de confort en allant explorer un domaine que tu connais pas. Le coaching a un champ infini. Il y a beaucoup d'approches, à mon avis, qui sont liées à l'inconscient, à la psychologie. Des fois, on est aussi très proche des champs thérapeutiques. Et d'ailleurs, Milton Erickson et tout un tas d'autres, Palo Alto, quand tu regardes bien, il y a aussi des spécialistes dans plein de domaines différents. Et je pense que c'est un devoir, mais vraiment, de continuer à évoluer, à apprendre. Et à explorer. Et à explorer, parce que si on veut faire explorer, on doit être aussi modèle de ce qu'on promeut, le changement.
Reprenons le cours de ton parcours de coach. En 2005, tu crées la société Autrement. Le nom de la société est assez emblématique. Est-ce que tu peux nous en expliquer le sens ? Autrement, c'est un acronyme qui veut dire un autre regard sur votre monde en évolution, avec le E et le N d'évolution. Finalement, je l'ai créé au départ plutôt sur le volet écologique, puisque j'ai créé ma société en 2005 pour accompagner les transitions écologiques. Donc à l'époque, tu étais consultante, c'est ça, conférencière ? Oui, sur l'écologie. À l'époque, j'étais vraiment persuadée que si on n'agissait pas pour l'écologie, c'est qu'on n'avait pas compris les enjeux du climat, que c'était pas clair finalement, et qu'il y avait besoin de pédagogie, besoin d'expliquer, besoin de montrer des courbes, des schémas, pour voir pourquoi il y avait urgence à agir pour la planète. J'ai passé beaucoup de temps à améliorer la pédagogie, à améliorer les conférences, pour m'apercevoir qu'à un moment donné, tout ce qui passe par la tête, donc les informations, les schémas, c'est bien, mais c'est pas ça qui met en mouvement. C'est l'émotion, c'est le cœur. Et donc du coup, le coaching était comme une suite logique. Comprendre les blocages au changement, comprendre la différence entre tête, cœur, corps. Donc la tête pense, le cœur vibre et le corps agit. Et si ces trois-là sont pas en alliance, il se passe rien. T'as beau avoir compris que la planète va mal, tu agis autrement parce que t'as d'autres priorités ou d'autres désirs inconscients. Alors justement, parlons d'écologie. Récemment, tu as écrit un livre qui est sorti, qui s'intitule « Réussir sa transition écologique » chez Afnor Éditions. Si tu devais pitcher ce livre, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Si vous vous demandez pourquoi, malgré toutes les informations autour de l'écologie, rien ne bouge, ou pas suffisamment, j'ai plein de clés à vous proposer dans ce livre. Plein de clés qui parlent de l'individu, du collectif, qui parlent des blocages, des petits biais cognitifs, des petits arrangements avec la réalité. Pourquoi, même si on se déclare sensible à ce sujet de l'écologie, collectivement et individuellement, on n'agit pas toujours à l'intensité qu'on devrait ? Pourquoi, si on se déclare sensible à l'écologie, parfois les actes ne sont pas en cohérence ? Donc c'est une réflexion sur comment vous aider à influencer, à mobiliser pour les transitions écologiques. Peut-être précisons, Nathalie, que ton livre, tu l'as écrit à partir des résultats d'une enquête que tu as menée avec un sondage, un questionnaire envoyé à plusieurs, j'imagine, centaines de personnes. Il y a eu toute une démarche de réflexion à partir de résultats concrets et de déclarations anonymes, puisque c'était un sondage anonyme. Effectivement, je me disais, pourquoi si 70% des Français se déclarent sensibles à l'écologie, il n'y a pas les actes qui sont en cohérence avec ce qui est déclaré ? Elle vient d'où cette dissonance ? Et du coup, la meilleure façon de savoir, c'est de poser les questions. Donc j'ai envoyé des sondages sur les réseaux sociaux. T'as eu combien de répondants ? 467, je crois, de mémoire. C'est pas suffisant pour une étude statistique, mais ça donne quand même quelques clés sur les freins et les leviers. Ce qui me semble intéressant, c'est que toi et moi, on est sensibles à l'écologie, mais il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas. Et bien, si on voit plus de freins dans cette action-là que de leviers, évidemment, à un moment donné, on a beau se dire c'est bien, mais on le fait pas concrètement. Le but de ce livre, c'est vraiment démystifier et déculpabiliser. On a le droit de faire des choix. Ce qui est intéressant, c'est d'en être conscient. À la limite, ce livre, c'est aussi t'aider à te poser les questions. Est-ce que tes choix sont issus d'une réflexion, qui sont en cohérence avec qui tu es et les valeurs que tu veux transmettre à tes enfants, par exemple ? Ou est-ce que c'est juste des automatismes, des habitudes du quotidien ? Ce livre réinterroge nos habitudes, notre quotidien, et puis aussi notre façon de voir le monde. Ce livre ne vise pas spécifiquement les coachs, il vise tout un chacun qui s'intéresse à la transition écologique. Pour autant, moi je m'interroge, et c'est pour ça que tu es présente aujourd'hui dans Parcours de coach, quel rôle pourraient jouer les coachs justement pour favoriser, faciliter, accompagner leurs clients dans justement cette transition écologique ? Je crois que le rôle des coachs est essentiel, puisque le coaching, c'est accompagner les transitions. Et que là, on est à un tournant de l'humanité en termes d'impact sociétal. Il paraît essentiel aujourd'hui d'accompagner des transitions écologiques et sociales, puisque le monde change, qu'on le veuille ou non, on est à un carrefour. Et donc, les coachs étant des spécialistes d'un passage d'un état A à un état B, ça me paraît essentiel qu'aujourd'hui on s'interroge sur comment on se positionne pour accompagner au mieux les besoins d'évolution de cette humanité-là, qui est un peu en déperdition sur certains sujets. Je pense même qu'il serait utile, je travaille à une formation sur comment les coachs peuvent se positionner sur accompagner les transitions écologiques, comment ils peuvent se positionner sur l'évolution de ce monde dans cette période si incertaine et si bousculée.
quel rôle les coachs peuvent concrètement jouer dans cette nécessité. Parce que ce que dit ton livre, c'est qu'il y a une nécessité absolue aujourd'hui à réussir nos transitions écologiques. Le coach, c'est un des acteurs potentiels qui pourrait être un relais, un ambassadeur de cette transition. Donc, quel rôle concrètement pourrait-il jouer, selon toi ? Je pense que clairement, le coaching est un métier d'avenir, puisque des changements brutaux, des transitions plus ou moins agréables, il va y en avoir de plus en plus au regard du contexte planétaire, sanitaire, économique, sociologique aussi. Et donc du coup, le rôle de cet accompagnement des évolutions, il va être essentiel dans le monde de demain. Et pour moi, les coachs ont intérêt à se positionner sur accompagner les évolutions pour être plus justes demain, pour être au bon endroit. C'est des choix personnels, après chaque coach fait en fonction de ses valeurs, mais je pense que pour les coachs qui veulent accompagner les transitions écologiques, qui veulent accompagner les transitions humaines, parce que pour moi, derrière écologie, il y a beaucoup d'humains. Pour remettre de l'écologie et de la résilience sur les territoires, sur la France, sur le monde, c'est remettre des connexions entre les humains. Le coach a une responsabilité à se questionner sur qui il accompagne et pourquoi. Donc si tu accompagnes des structures, des entreprises en mutation, est-ce que tu es au bon niveau ? Est-ce que tu accompagnes un manager qui est bloqué parce que il est dans un système et il a peu de marge de manœuvre ? Est-ce que tu accompagnes les dirigeants à avoir une vision plus large de l'avenir et à se questionner ? Donc tu ouvres le champ des possibles, tu orientes pas, mais tu peux quand même poser des questions sur et vous pensez que dans 10 ans, ça sera toujours comme ça ? Pour moi, le rôle du coach, c'est d'ouvrir, de faire douter, remettre de l'intelligence dans le doute. Et si ça se passait différemment ? Et si vous imaginiez d'autres possibles ? Et si vous intégriez les enjeux écologiques ou les enjeux émergents ou les petites pépites qui sont en train de se passer là dans les choix stratégiques que vous faites aujourd'hui ? Et du coup, tu envisages de créer un atelier pour les coachs, pour les sensibiliser sur ces différents enjeux qu'ils pourraient accompagner, ou qu'ils pourraient questionner en tout cas chez leurs clients ? Oui, je parle beaucoup d'être influenceur positif. Et je pense que, vu mon parcours, j'aimerais beaucoup accompagner les coachs à se poser cette question. Où est-ce que vous vous positionnez dans les accompagnements de transition humaine, sociétale, environnementale et économique ? Finalement, le développement durable, c'est aussi les trois. Donc, où est-ce que vous positionnez et qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans la façon dont vous accompagnez les structures, les individus ? Et donc, finalement, ce que j'aimerais, c'est que les coachs regardent pas uniquement la personne qui les accompagne, mais toute la forêt autour, tout l'écosystème, et même au-delà. C'est-à-dire avoir une vision sur ces enjeux, c'est regarder dans le temps, dans l'espace, c'est de projeter dans le futur et de revenir au présent pour se dire quel chemin je peux prendre, quelles questions je me pose aujourd'hui pour faire des choix stratégiques qui amèneront à un futur plus positif. La créativité est un élément clé de ta pratique, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors la créativité, je pense que c'est vraiment le cœur de qui je suis. J'ai toujours été un peu hors cadre, même dès les premières formations de coaching. Pour moi, la créativité, c'est la vie. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est même l'essence du coaching. Être créatif, c'est se remettre en question, c'est mettre la tête à l'envers pour regarder ce que ça donne, trouver d'autres solutions, c'est sortir du cadre. Et finalement, si on vient nous voir en tant que coach, c'est parce qu'on a besoin de se réinventer, de sortir du cadre, d'imaginer des solutions nouvelles auxquelles on n'a pas accès pour le moment. Donc pour moi, c'est joyeux d'accompagner des gens à libérer leur potentiel créatif. Donc ça, c'est mes clients, mais aussi les coachs que j'accompagne, parce que si tu es coach et que tu es toi-même cloisonné dans des outils que tu as appris à l'école, comment tu veux accompagner quelqu'un, comment tu veux être modélisant pour quelqu'un qui doit lui-même sortir des carcans ou des blocages qu'il rencontre. Donc c'est comment, en tant que coach, tu oses cette liberté-là. La créativité, c'est de faire un truc que tu n'avais pas prévu dans le ici et maintenant. Ça s'exprime de plein de manières différentes. Ça peut être l'utilisation de la musique dans une séance de coaching. J'utilise l'art aussi. Je coach dans les musées. Je fais des choses plus classiques comme coacher en marchant, que beaucoup de font déjà, mais j'utilise beaucoup la symbolique, le dessin et l'art dans les façons dont j'accompagne. Et d'ailleurs, j'ai fait une formation en art-thérapie et coaching qui m'a permis d'ouvrir ce champ-là aussi. Donc pour moi, être coach, c'est être créatif. Et d'ailleurs, en fait, je crois que tu avais un projet d'animer un atelier pour développer la créativité des coachs.
Oui, effectivement. Moi, j'ai vraiment envie de transmettre mon goût pour la créativité et je vais monter prochainement des ateliers pour les coachs qui ont envie d'explorer ça, d'explorer différentes formes de créativité. Ça peut passer par les travaux manuels, ça peut passer par l'art, ça peut passer par l'imaginaire, par la visualisation. Il y a vraiment plein de façons d'être créatif dans la façon dont on accompagne, mais je pense qu'au-delà des outils, ce qui n'est pas le sujet, c'est plutôt l'état d'esprit. Comment tu oses ? Qu'est-ce qui fait que tu oses être créatif ? Qu'est-ce qui fait que tu lâches la petite voix du jugement ? C'est pas des outils de coaching, ça. Du coup, je pense qu'il y a vraiment cette liberté à se donner soi-même, à s'amuser, à inventer avec son client, à co-créer en permanence chaque séance de coaching, à s'autoriser. La créativité, c'est un moteur pour le coach, selon toi. Et c'est même le moteur essentiel. C'est comment tu oses co-créer avec ton client. Dans quel état d'être tu te mets pour que cette intelligence-là soit en place et que ce soit joyeux pour toi et pour la personne. Une vraie rencontre, en fait, une sorte d'alchimie qui crée un truc qui n'aurait jamais été possible sans l'un ou l'autre. Alors d'ailleurs, dans tes publications sur LinkedIn, tu fais preuve de beaucoup de créativité et ça me fait dire que tu as vraiment envie de partager, de vulgariser ce qu'est le coaching professionnel. Effectivement, je pense que je vois mon rôle de coach et de superviseur différemment maintenant. Je pense qu'il y a un intérêt à transmettre. Je suis dans cette étape de vie-là, à transmettre par le biais de formation, d'accompagnement des coachs. Et là, j'ai envie de transmettre juste à la communauté des coachs, mais pas uniquement, mais aussi des managers, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière le coaching. Je me suis aperçue que c'était pas si clair. Et qu'en plus, tu le sais bien, il y a coaching et coaching. Tout le monde aujourd'hui peut se coller une étiquette de coach sur le front sans avoir fait de travail, ni de formation, ni de travail personnel, ni de développement thérapeutique. Donc c'est quand même assez gênant que le mot coaching soit associé à tout et n'importe quoi. Mon objectif, c'est de clarifier, d'être le plus pédagogique possible pour qu'on comprenne ce qu'est le coaching et ce que ça n'est pas aussi, que ça donne envie et qu'on voit que finalement, le coaching, c'est juste vous accompagner vers plus de liberté intellectuelle, vers plus d'agilité, vers plus de créativité personnelle. C'est aussi, je pense, positionner le coaching sur le coaching existentiel, se réinterroger sur le sens de la vie, faire comprendre à tout le monde qu'un coaching, tout le monde en a besoin potentiellement à un moment dans sa vie. Dans des phases de transition où on est un peu bloqué, au lieu de rester seul avec son problème, c'est comment je peux évoluer plus rapidement, plus efficacement, ou en étant soutenu, ou en étant challengé aussi, avec quelqu'un dont c'est le métier. Et donc j'ai vraiment envie que le coaching professionnel soit mieux connu, soit mieux compris, et du coup soit utilisé à bon escient. Tu es aussi superviseuse. Est-ce que tu peux nous partager les difficultés auxquelles sont confrontés les coachs que tu supervises ? Le métier de coach, et tous les métiers de l'accompagnement d'ailleurs, comme on est très connecté aux humains qu'on accompagne, il peut y avoir des échos, des contagions émotionnelles. C'est essentiel pour moi de prendre soin de soi. Comment le coach prend soin, et l'accompagnant au sens large, de son écologie personnelle pour être vraiment pleinement avec l'autre et pas pollué par ses problème. On dit souvent que le coach est comme un miroir qui renvoie à la personne qui l'accompagne ce qu'il voit et ce qui peut l'aider à progresser. Donc si le miroir est pas clean, pas serein, forcément il peut pas faire son travail. Donc pour moi en supervision, il y a beaucoup de sujets autour de prendre soin de soi. Je dis souvent que je suis jardinier coach ou jardinier superviseur. Si tu prends l'individu comme un arbre en train de s'épanouir, de grandir, il y a plusieurs choses qu'on peut travailler en supervision. Il y a les racines, tes bases, tes socles, ta déontologie, aussi tes outils et qui tu es. Et puis, il y a le tronc, il y a l'être, au sens qu'est-ce que tu veux apporter à ce monde en tant que coach ? Quelle transformation tu accompagnes et est-ce que ça fait sens ? Est-ce que ça fait cohérence avec qui tu es ? Et du coup, quelle branche tu développes ? Est-ce que tu développes juste pour gagner de l'argent ou est-ce que tu développes aussi pour être en cohérence avec les valeurs que tu portes, avec qui tu es ? Donc, je n'influence pas les coachs que j'accompagne. Par contre, je peux leur poser la question. Est-ce que c'est écologique pour toi, ce type de contrat ? Ou comment tu vois ton écologie personnelle ? Comment tu t'alignes entre ce que tu crois, ce que tu portes, qui tu es, et les clients qui sont les tiens ? Donc là, ça pourrait être plus l'écologie personnelle, relationnelle en quelque sorte. Ouais, je pense que c'est intéressant d'interroger les coachs sur leur écologie intérieure. Est-ce que tu es aligné entre ce que tu dis, ce que tu ressens et ce que tu fais ? Sinon, comment être un coach qui vibre une bonne énergie s'il y a une dissonance intérieure ?
tu peux difficilement accompagner tes clients à être cohérents, à être alignés, quoi. Et je pense que c'est intéressant de s'interroger sur le sens de son métier, tout comme nos clients s'interrogent souvent aussi sur le sens qu'ils portent à leur métier ou à leurs évolutions, puisqu'on a parfois des clients qui sont dans des changements, des transitions de vie professionnelle, parfois des changements assez importants. Donc pour moi, le coach, s'il ne se l'est pas posé comme question, c'est qu'est-ce qu'il fait là ? Quel sens ça a pour lui ? Qu'est-ce qu'il a amené là ? Et qu'est-ce qu'il a envie de contribuer à changer ? Et moi, évidemment, j'ai envie de contribuer au changement pour plus de transition écologique et sociale, pour plus de liens entre les êtres humains, pour plus de résilience. On est dans un monde où on sera de plus en plus bousculé, et on le voit déjà avec l'actualité. Et du coup, j'ai envie d'être ce coach qui remet du lien, de la coopération, de la bienveillance chez les êtres humains qui ont envie de travailler à la transition positive. Et je pense que j'accompagne aussi des coachs, finalement, qui sont sur cette envie-là, d'être contributif au monde au sens noble du terme. Qu'est-ce que je peux apporter aux autres êtres humains et qu'est-ce que je peux apporter à la société dans son ensemble. La supervision, c'est aussi se demander si ce que je fais est juste ou ajusté à mon client. Et donc d'avoir le regard d'un superviseur, de revoir certaines séances pour se renforcer, pour aussi retrouver un équilibre, reprendre confiance en soi ou renforcer sa légitimité, c'est essentiel. Je pense que beaucoup de coachs, surtout ceux qui démarrent, c'est comment je suis légitime, comment j'ose facturer, comment je trouve des clients, comment j'ose m'affirmer en tant que coach. Donc c'est pour moi là un travail sur ton ADN de coach. Qui tu es, qui t'as envie d'être, qu'est-ce que tu apportes à tes clients, quelle sérénité, quelle confiance tu dégages pour donner envie de te choisir comme coach. Quelle est ta vision par rapport à l'évolution du métier de coach ? Je pense que on est à un tournant, effectivement, avec toutes les incertitudes qu'il y a actuellement. Moi, j'ai plutôt une vision optimiste, positive sur le métier de coach, parce que des incertitudes, des changements, l'accélération même des changements de ce monde va amener des besoins d'accompagnement plus forts. Et on le voit bien d'ailleurs, moi depuis la sortie du confinement, j'ai eu beaucoup de demandes sur des accompagnements d'équipes déstabilisées, même des équipes qui allaient bien avant, retour d'expérience un peu compliqué, où il y a besoin d'un coach, où avant le manager pouvait éventuellement le faire lui-même. Donc je pense que pour faire face aux incertitudes de ce monde, le métier de coach sera essentiel dans l'accompagnement avec tout l'humain qu'il y a derrière. Et je pense que c'est un métier au cœur des changements, et plus il y aura de changements, plus il y aura besoin de coach. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que être indépendant et quand tout s'arrête, ça peut être perturbant, ça peut être financièrement difficile pour certains coachs. Et d'ailleurs, il faut quand même savoir qu'une grande partie des coachs ne vivent pas de leur activité. Ils font d'autres choses. Et c'est vraiment un sujet important. C'est comment je me professionnalise, comment le coach est mon cœur de métier. Pour moi, il y a vraiment un avenir essentiel dans le coaching et c'est pour ça que je m'oriente vers ce métier depuis quelques années, parce que les transitions, accompagner la résilience et les changements, c'est ce qui attend le monde d'aujourd'hui. Donc le coaching est sûrement le métier d'avenir pour moi. Alors Nathalie, avant l'interview, je t'avais proposé de lire un extrait de ton livre. Je te propose à présent de te laisser la parole pour que tu nous lises l'extrait que tu as choisi. Face à l'obsolescence des anciens repères, comment s'en créer de nouveaux, porteurs de sens et de motivation. La recherche de points communs, la coopération entre les personnes sensibles aux nécessaires transitions serait une première étape utile. Trouver comment fédérer des initiatives locales, des résiliences créées par des liens entre les êtres humains, qui sont ultra connectés, mais déconnectés d'eux-mêmes et déconnectés de la nature. L'entraide, la coopération, c'est indéniablement ce qui permet de surmonter l'adversité. Favoriser la solidarité, la bienveillance, la co-construction, pour être plus résilient face aux catastrophes à venir, voilà ce qu'il reste à développer. Pourquoi avoir choisi cet extrait qui met en exergue l'importance du collectif ? Oui, je pense que on est dans une société où l'individualisme a pris le pas. D'ailleurs, je pense même que la surconsommation, elle est liée à un vide intérieur. Et que, du coup, se réinterroger sur ce qui fait sens, cette période de confinement nous a aussi beaucoup interrogés. Qui je suis, qui j'ai envie d'être demain, est-ce que je continue comme avant ou est-ce que je fais des choix différents ? Et du coup, ça renforce tout ce questionnement sur le sens de ma vie, pour prendre ce temps de recul avec soi-même, pour se reconnecter à qui je suis au fond. Est-ce que c'est nourrissant ? Est-ce que c'est enrichissant pour moi, ce que je fais ?
Où est-ce que j'ai envie d'être et de faire autre chose? Alors à présent, Nathalie, je vais te proposer l'interview rétrospective avec un ensemble de questions pour prendre un peu de recul, situation de méta au fond, sur ta pratique de coaching depuis tes débuts de coach. Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier? C'est un accompagnement surprenant. Un jeune homme, presque 30 ans, qui a jamais travaillé. Il est bipolaire, des difficultés relationnelles, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à regarder les gens. Donc évidemment, pour passer un entretien d'embauche, c'est compliqué. Donc j'avoue que je me suis demandé si je pouvais l'accompagner ou pas. Après avoir vérifié qu'effectivement il était suivi en thérapie, qu'il avait des médicaments, j'ai beaucoup hésité. Et puis je lui ai juste posé cette question, de quoi vous avez envie? Et je l'ai regardé me répondre qu'il avait envie de reconnecter à des gens. Il avait un gros vide dans sa vie et qu'il avait vraiment envie de travailler. Et du coup, je me suis dit que si lui, il a envie, si c'est sa motivation, je crois en lui, et allons-y. Ce qui a été impressionnant, c'est que petit à petit, on a fait 9 séances de coaching. Il a commencé à s'ouvrir, à réussir à me regarder, à préparer les entretiens. On a fait des interviews vidéo aussi pour qu'il puisse se regarder, à progresser sur être à l'aise en présence de l'autre. Et au final, au bout de 6 mois, il a décroché un CDD. Et maintenant, il est en CDI. Et pour moi, c'est vraiment croire en l'humain. Me dire, t'as envie d'atteindre cet objectif? Ok, je suis là à côté de toi et on va avancer ensemble et tu vas y arriver. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un de tes clients? C'était un binôme de direction, une directrice et son directeur adjoint. Je les revois me formuler la demande. On voudrait que vous nous aidiez à comprendre pourquoi on s'entend aussi bien. En fait, ce qui était surprenant, c'est de se dire que la plupart du temps, on engage un coach pour démêler des problèmes, dénouer des nœuds, sortir des situations difficiles, de tensions, d'agressivité, j'en passe. Et voilà, c'est ça le cœur de mon métier. Et là, c'était tout l'inverse. C'était comprendre pourquoi on va bien pour pouvoir le reproduire. Parce qu'on sait très bien, nous, en tant que directrice et directeur adjoint, que dans 3 ans, on va être muté ailleurs et on devra recréer un binôme de direction. Et nous, ce qu'on a là, c'est tellement précieux qu'on voudrait comprendre les ingrédients. Et j'ai trouvé ça vraiment joyeux de se dire ça marche, regardons pourquoi ça marche et reproduisons cette coopération joyeuse. Et l'ont-ils compris? Alors, c'est simple. J'ai sorti une boîte de caplas, je les ai mis au milieu de la table, je leur ai dit « Construisez ensemble la tour que vous voulez ». Et du coup, on a débriefé sur toute la façon dont ils se sont organisés. Ils se sont parlé, ils ont coopéré, ils ont mis ensemble des valeurs, il fallait que ce soit beau. Pas forcément haut, mais joli. Et du coup, ils choisissaient même la couleur des caplas qui allaient ensemble, ils se sont mis d'accord sur la méthode, il y avait une vraie joie dans la co-construction, et on a débriefé tout ça. La bienveillance, l'entente sur les accords, la méthode. L'écoute mutuelle. L'écoute mutuelle. L'objectif co-validé, co-créé ensemble. On a regardé comment ça se transposait ensuite dans leur pratique professionnelle et comment ils pouvaient le redécliner aussi avec tout leur comité de direction et comment ils pourraient le réinstaller dans leur futur poste. Une fois que leur binôme serait éventuellement séparé. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je travaille maintenant pour ce directeur adjoint qui est devenu directeur et qui m'a appelé dans une autre région. Une autre entité. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi? J'aimerais qu'ils se souviennent du coaching comme une étape joyeuse et transformatrice, comme un moment clé qui leur a permis d'ouvrir plein de possibilités, de libérer leur potentiel et de vraiment un démarrage d'épanouissement personnel et professionnel. Quelle serait ta première décision si tu devenais présidente d'une organisation représentative des coachs? Ce serait d'organiser un séminaire d'intelligence collective pour mettre ensemble toutes ces belles énergies, tous les coachs qui sont parfois un peu seuls ou dans leur métier, et se dire comment on réinvente le métier, comment on accompagne les transitions de demain. J'aime beaucoup les forums ouverts où c'est vraiment l'intelligence collective en action. Je mettrais tout le monde autour d'un grand cercle pour se dire qu'est-ce qu'on fait pour le métier demain, comment on est bien positionné pour accompagner toutes ces mutations et toutes ces difficultés, toutes ces crises actuelles, qu'est-ce qu'on réinvente et comment on se réinvente nous-mêmes. Donc en quelque sorte, tu aimerais favoriser une prise de conscience collective de l'intérêt du métier de coach? Oui, et même aller plus loin, c'est-à-dire ok, on a nos bases, on a nos outils, on a notre déontologie, le socle du métier. Comment on se réinvente là aujourd'hui? C'est plus les mêmes situations. Là, on est quand même
dans un passage assez particulier et fédérons ensemble notre intelligence, co-créons le coaching ou le métier de demain. Quel regret t'inciterait à faire différemment ton propre parcours de coach ? Le regret, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai, parce que je considère que toute situation qui est un échec ou une difficulté est source d'apprentissage. Donc je referais tout pareil en fait, dans le sens où chaque petit caillou rencontré, chaque élément m'a permis de grandir, parce que aussi j'ai été supervisée, je suis coachée, je suis en thérapie, et à chaque fois que je rencontre une difficulté, ça m'aide à progresser. Donc je changerai rien. J'ai appris beaucoup en évoluant, en rencontrant des obstacles. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet entretien, de notre entretien ? Que le coaching, c'est un métier qu'il faut faire avec cœur, avec passion. C'est un métier qui met au cœur l'humain dans ses transformations, dans ses développements. Et que si vous ne connaissez pas le coaching, je vous invite à rencontrer un coach, à voir ce que c'est d'être écouté pleinement, d'être en alliance dans votre développement, dans vos transformations. J'inviterai tous ceux qui ne connaissent pas le coaching à le découvrir. Et j'aimerais que les coachs aient envie d'être toujours sur ce chemin d'évolution personnelle, de développement, de progression. On ne peut accompagner les transformations que si on accepte soi-même d'être toujours sur un chemin de transformation. À présent, Nathalie, je te propose d'écouter la chanson que tu as choisie pour incarner symboliquement ton parcours, et tu nous expliqueras ton choix juste après cet extrait. Alors c'est la chanteuse écossaise Alex Hepburn qui chante I Believe, extrait de son album If You Stay, sorti en 2018. Pourquoi ce choix, Nathalie ? Je crois que le cœur du métier de coach, c'est de croire en son client, de croire que les transformations sont possibles. C'est aussi croire qu'on peut se libérer. I believe I be free. Et je pense que quelle que soit la situation dans laquelle on est, on peut reprendre sa responsabilité et se libérer et choisir d'avancer dans sa vie, de transformer ce qui ne nous plaît pas, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et de changer ce qu'on ne peut pas accepter. Et donc pour moi, cette chanson a ce côté joyeux de « je crois que tout est possible ». Croire donne des ailes. Ouais. Et je pense que le métier, c'est aussi de croire intensément dans les personnes qu'on accompagne et dans leur transformation possible. Je me souviens d'une cliente qui a passé un concours, elle ne croyait pas du tout en elle. Et elle m'a dit, ce qui l'avait le plus soutenue, c'est que je croyais en elle et que du coup, ça lui a donné des ailes, justement. Et d'ailleurs, elle a décroché cette promotion. Croire que c'est possible le rend possible. T'as cru en elle plus qu'elle-même ne croyait en elle-même, en quelque sorte. Ouais, d'ailleurs, on dit que la résilience, c'est ça. Un tuteur de résilience, c'est d'avoir quelqu'un qui te soutient, qui croit en toi, qui est juste là pour t'aider à grandir. C'est toi qui grandis, mais avoir quelqu'un qui croit en toi, pour moi, c'est essentiel. Pour moi, le soutien est tout. Le soutien peut tout. Le soutien autorise tout. Et le fait d'être soutenu inconditionnellement par un coach dans ton développement, dans tes transformations, dans toutes les phases difficiles que tu peux vivre, ça rend possible tous les possibles. Nous arrivons à la fin de ce parcours de coach. Avant de conclure, je rappelle le titre de ton livre qui est récemment sorti, Réussir sa transition écologique, se réinventer pour passer à l'action, chez Afnor Éditions. Et je crois que tu es en cours d'écriture pour un autre livre qui parlera des 100 questions à se poser autour du coaching, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et l'esprit, c'est vraiment de clarifier ce qu'est le coaching, de donner des clés de prise de hauteur, de prise de recul quand on ne connaît pas. Et pour les coachs, c'est aussi trouver des moyens pédagogiques d'expliquer ce qu'on fait, de clarifier, de donner envie aussi. Un coaching, ça remet en vie, ça remet en mouvement, ça accompagne les transformations, ça accompagne les étapes de vie. Ce serait dommage de s'en priver. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler d'ici quelques temps. Merci Nathalie pour cet entretien. Merci à toi David.
What are you looking at? No matter how hard the time, I keep my head high. Parcours de coach. Merci pour votre attention. Retrouvez tous nos parcours de coach sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Stitcher, TuneIn, ainsi que sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou bien en parler à vos contacts. Pour être informé sur notre programmation à venir, suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez nous envoyer vos questions, réactions et suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien thématique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.